Bonjour, aujourd'hui, Reliance-Avlanges est à Montenier. Ce hameau de Flostoy est célèbre pour ses chaises, dont la fabrication fut florissante au début du 19e siècle. C'était l'œuvre d'une famille d'artisans, la famille Hébette, dont l'activité cessa vers 1940. Montenier est construit sur le flanc escarpé d'une colline. Le chemin sinueux qui le traverse est bordé de petites maisons anciennes en grès. Le village de Montenier est comme préservé des trépidations des temps modernes. Ici, on se croirait en Ardèche. Peu de routes, mais des chemins de traverse, des maisons en pierre d'avoine. On s'y sent bien. Ses habitants se caractérisent par une simplicité volontaire et une démarche participative relativement rare. Nous avons rendez-vous avec un de nos témoins, Monsieur Luc Lux. Ben oui, donc comme dans beaucoup de petites fermes dans les villages, il y avait un cochon ou les cochons. Et chez nous, c'était Léonard. Cette année-là, en tout cas, il s'appelait Léonard parce que voilà, le cochon avait pu concrétiser, je dirais, une relation un peu plus forte avec moi. Et donc, quand je rentrais de l'école, ben, avant de rentrer dans la maison, c'est chez Léonard que j'allais faire la conversation ou lui donner quelques caresses. Et j'étais persuadé que le dialogue s'installait parce que Léonard me répondait. Bien sûr, il était content, je lui apportais de l'orge et des épluchures de pommes de terre. Bah oui, son couinement exprimait sa satisfaction. Et puis, je pouvais lui raconter mes histoires aussi, parce que lui, il m'écoutait. Et comme dans toutes les écoles, ben, il y a des petites choses qui sont moins plaisantes et qu'on avait des maîtres quand même assez sévères. Il y avait des choses qui avaient besoin d'être extirpées. Enfin, je pouvais m'échapper avec lui et lui raconter mes histoires avec le maître, avec le tableau, l'estrade. Parfois, on était à genoux. Mais aussi la petite Madeleine. Je pouvais aussi lui raconter ces histoires-là que je ne pouvais pas toujours raconter à mes parents ou à mes frères et sœurs. Ah, il me comprenait, Léonard. En tout cas, je pouvais lui raconter les histoires sans retour négatif en réponse. J'avais même l'impression parfois que quand il couinait, il rigolait. Bon, ça me faisait plus plaisir que je l'entendais couiner que de rester dans sa mangeoire à manger uniquement. Non, parce que parfois, il me regardait aussi, comme s'il appelait ma main pour lui faire quelques caresses. Parce que les gens, ils disaient, c'est un cochon, quoi. Qu'est-ce que tu fais, c'est un cochon, c'est pour manger un cochon, rien d'autre. Mais bon, il aimait bien mes petites caresses. Et son poil que les gens disaient rugueux, ben finalement, non, c'était un poil soyeux, comme tous les animaux. Et tous les animaux, ils aiment qu'on les caresse. Mais Léonard aussi, il aimait ça. Il attendait même. Mais bon, la tradition dans les villages, un beau jour, le cochon, ben, il devient lourd, il devient costaud. Et j'appréhendais ce moment parce que c'était une coutume. Hein, c'était un cochon avant l'hiver, un cochon après l'hiver. À la sortie du cochon, je n'ai même pas pu le faire avec Léonard, parce que ça m'avait quand même marqué très fort. Lorsqu'on sort le cochon, on ne lui demande pas de sortir. Il ne veut pas sortir. Il a toujours connu son enclos et il était conditionné comme ça. Et c'est sans doute pas pour rien qu'il hurlait comme ça dès qu'on lui attachait une corde à une patte et au groin et qu'on le tirait par les oreilles pour le sortir du rang. Et aussi la vue de celui qu'on appelait le tueur, un grand homme baraqué avec son maqueux à la main, son maqueux, ce petit marteau avec lequel il allait assommer le cochon. Assommer, c'est un grand mot parce qu'il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Donc imaginez la scène. Parfois, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Mais toujours est-il que ces moments, cette minute entre la sortie de l'enclos et le tirer sur la paille, c'était une scène épouvantable. Si peu qu'on avait créé un peu d'affection avec
l'animal. Et puis oui, le coup fatidique avec cette espèce de pistolet qu'on lui met parfois aussi sur la tête pour être sûr qu'il soit bien mort. Et alors, il s'effondre, mais on sent encore une vie à travers lui parce qu'il agite les pattes, hein, il remue. C'est comme ça aussi que voilà, c'est l'étape aussi où ce sont ce comportement qui fait partie, je vais dire, de ce qu'on appelle l'abattage. Et puis ce couteau qui arrive dans la main du tueur pour trancher la gorge. La précipitation de ma mère qui va chercher le seau pour récolter le sang et qui remue le sang en continu en ajoutant un peu de sel pour ne pas qu'il caille avant qu'on en fasse du boudin. D'ailleurs, ma mère était éclaboussée jusqu'au coude. Donc c'était une scène assez macabre, lugubre. Alors la suite, c'était d'abord quand même le couper en deux, faire les triper, faire les morceaux. Là, ça se faisait la journée à la cuisine. Et là, je partais à l'école. C'était une belle délivrance d'ailleurs. Mais quand je rentrais de l'école, ils étaient encore tous là dans la cuisine, en s'affairant sur la découpe et sur tout ce qu'il y avait à faire pour conserver la viande. Et puis, fin de journée, c'était le dénouement, c'était la fête quelque part, parce qu'on avait récolté de la nourriture, c'était important, ça faut le dire aussi que... Et pour faire la fête, on invitait souvent les anciens du village, qui venaient bien habillés, bien resplendissants, parce que justement, on faisait faire la fête. On faisait du bouilli, on faisait de la soupe avec un bon bouilli. Et on aimait bien goûter un peu à tout ce qui avait été préparé, qui était accessible tout de suite, comme le boudin. Donc on servait le bon bouilli. Évidemment, moi j'étais à table, mais j'avais quand même beaucoup d'appréhension. J'étais rébarbatif, cette soupe avec Léonard, quelque part. Le boudin est passé aussi sur une assiette. J'ai goûté le boudin plus par crainte de paraître comme un marginal, un manque. Je ne grandissais pas bien, j'étais une mauviette. Ça s'est dit. Si tu ne manges rien de boudin, tu ne seras jamais aussi costaud qu'Antoine. Antoine, c'était la vedette, l'homme fort, l'homme qui savait tout faire. Ou alors Antoine qui en rajoutait une, qui disait « On ne sait pas ce qu'ils ont à le tiès aujourd'hui, mais je le sais bien. C'est les crapotes, c'est les filles. » C'était interminable, ces repas pour moi. Donc à la fin, enfin, je pouvais sortir. Et donc j'endossais mon manteau, je mets ma main en poche et je ressens quelque chose de rugueux, d'humide, de dur. Et tout de suite, une émotion est remontée en moi, mais quelque chose de tellement pénible, parce que j'ai reconnu la queue de Léonard. Et je savais que Antoine avait l'habitude de faire ces mauvaises blagues en mettant la queue dans la poche, dans un lit, dans une mallette de quelqu'un chez qui il savait bien que la réaction allait être peut-être spectaculaire pour eux, mais vraiment franchement décevante pour moi. Oui. Alors vous savez, les gens qui aiment le porc, je peux l'entendre, mais moi non. Non.